Oui, alors bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Un deuxième merci aux personnes de la FGC pour nous avoir permis donc d'animer cette soirée débat sur la construction et la corrosion des constructions en béton armé. La présentation, donc Emmanuel l'a déjà faite. Je suis également présidente de la commission corrosion des aciers dans les bétons au sein du CEFRACOR et c'est avec cette casquette que je fais cette présentation ce soir. Donc, cette présentation s'intitule Guide méthodologique de diagnostic de corrosion des constructions en béton armé. Et je tiens également à associer à cette présentation tous les participants, donc CEFRACOR, IMGC et AFGC, qui œuvrent à la rédaction de ce guide. Donc, le CEFRACOR en quelques mots, CEFRACOR, ça veut dire Centre français de l'anticorrosion. C'est une société savante créée dans les années 1960. C'est tout ce que je vais vous dire, puisque vous pouvez aller sur ce lien bleu qui vient de s'afficher pour en savoir plus. Et je sais que Xavier vous en donnera aussi quelques autres commentaires. Alors, la commission CABS. CABS, ça veut dire corrosion des aciers dans les bétons. C'est une des nombreuses commissions du CEFRACOR qui a été renouvelée donc en novembre 2018. J'en assure la présidence et le secrétaire, c'est Xavier Alopo. Alors en 2018, quand on a réouvert ces commissions CABS, autour de la table, on était bien une bonne trentaine ou un peu plus, et on a décidé de créer 8 groupes de travaux qui apparaissent donc dans le tableau. Le premier porte sur la durabilité du béton armé et la prédiction de la corrosion. Dans le deuxième, il s'agissait de travailler sur tout ce qui est expérimentation et modélisation, donc d'une part de la corrosion et d'autre part des réparations par traitement électrochimique. Le troisième groupe, c'est tout à fait l'objet d'aujourd'hui, donc diagnostic de corrosion. Dans le quatrième groupe, il faut savoir qu'il y a des personnes, des membres CABS qui œuvrent aussi pour de la normalisation. Le cinquième groupe comporte tout ce qui est communication avec le très célèbre congrès Eurocorps pour nous, qui est à la fois français et European Federation of Corrosion. Des colloques, par exemple Colloque Le Pont, par exemple Concrete Solutions, des projets et bien évidemment des thèses. Donc, le groupe de travail numéro 6, je laisse Xavier Alopo faire sa présentation puisqu'il s'agit de formation et de certification de personnel en protection cathodique. Un septième groupe qui s'appelle traitement hydrophobe et inhibiteur de corrosion. Et enfin, le dernier, le huitième, une mise à jour du site concretecorrosion.net. Alors ce soir, la demande qui m'a été faite, c'est de parler du guide méthodologique sur lequel nous sommes en train de travailler dans le cadre du GT3. Et donc, dans le cadre du GT3, le co-animateur de ce groupe, c'est Arnaud Dubosc. Alors, un bref rappel, je pense que tout le monde sait, mais la corrosion des armatures est la principale cause de dégradation des constructions en béton armé. Ça a été démontré maintenant dans de nombreux projets, Brime, Conrepnet, Red Monest pour les monuments historiques, et plus récemment mis en avant par le rapport du Sénat numéro 609. D'où finalement le besoin d'un guide sur le diagnostic de corrosion. Et quand on parle diagnostic de corrosion, on n'a pas voulu cibler que des ouvrages d'art ou que des bâtiments ou que autre chose. On essaie de prendre en compte un ensemble de constructions, structures en béton armé. Donc aussi bien ouvrages d'art, ouvrages maritimes, ouvrages de génie civil divers et variés, des bâtiments, là encore à usage divers et variés, constructions dans le domaine de l'énergie et puis les monuments historiques. Alors, je tiens à préciser, c'est la petite parenthèse, j'espère que vous la voyez en bas du transparent. Ce qui est hors champ du guide, c'est tout ce qui est précontrainte, acier inoxydable et courant vagabond. Alors, à titre d'illustration, quelques photos de dégradation par la corrosion, donc aussi bien en milieu urbain qu'en milieu maritime, aussi bien en ouvrage d'art qu'en monument historique, qu'en réseau d'assainissement, qu'en bâtiment, ici bâtiment. Et puis, je dirais une échelle générale d'ouvrage, une échelle un peu macro, et puis ici, une échelle centimétrique avec l'autopsie de l'observation visuelle d'armature. Alors, je vais vous présenter deux exemples pour insister sur le besoin de cette thématique et la dégradation des constructions en béton armé. Donc, le premier, c'est j'ai choisi un exemple ouvrage d'art, donc les ponts, avec les résultats de l'image qualité ouvrage d'art, où en fait, vous avez sur le graphique, donc en abscisse, les régions françaises, en ordonnée, le nombre d'ouvrages en pourcentage qui sont classés suivant une légende que je vais vous détailler. Alors, le pourcentage, c'est par rapport à un nombre total de ponts qui est avoisine 12 250.
Alors, les codes couleurs maintenant. En fait, les barres d'histogrammes, elles représentent plusieurs codes couleurs. Le gris, c'est le nombre d'ouvrages qui n'ont pas été étudiés. En jaune, c'est les ouvrages qui sont classés en bon état apparent. En vert, les deux classes de vert, ce sont des structures porteuses en bon état apparent, mais avec des défauts mineurs. Et les rouges, ce sont des structures porteuses qui sont altérées. Et quand vous avez du E et du U, donc en fonction de la couleur plus ou moins claire en vert et en rouge des barres d'histogramme, le E, c'est pour un phénomène évolutif et le U, c'est pour un caractère d'urgence. Alors là, aujourd'hui, si on regarde un peu le 3 et caractère d'urgence, on est sur des pourcentages qui peuvent aller de 2% ici jusqu'à 22% ici. Alors le 22%, si on regarde sur l'axe des X, c'est la Guyane. Et donc ça peut très bien s'expliquer par le climat très sévère de la Guyane. Donc, ce que je peux rajouter aussi, c'est que les ponts sur le réseau routier national, au jour d'aujourd'hui, ils ont entre 30 et 50 ans. Ils continuent de vieillir, bien évidemment, ce qui veut dire que la dégradation va continuer, va sûrement s'accélérer et que notre travail est tout à fait pertinent et nécessaire. Alors, dans le deuxième exemple, je remercie Elisabeth Marie-Victoire qui m'a transmis son slide ici. Il s'agit d'un exemple sur les monuments historiques dans le cadre du projet européen Redmond Est. Je voudrais que vous regardiez plus précisément donc, le graphique qui est à droite. J'espère que vous voyez le mouvement de ma souris. Où en fait, ce que l'on peut regarder, c'est que dans les années 85, on avait une centaine d'ouvrages en béton armé, hein, des monuments historiques en béton armé, j'insiste. Et puis, on voit que dans les années 2015, on est sur quelque chose qui s'approche des 820-850. Alors, si vous voulez en savoir plus, juste allez sur ce site-là, https betonconcrete.eu, et vous aurez tous les résultats des enquêtes qui avaient été menées. Alors, juste un slide quand même pour faire une approche scientifique et donner quelques paramètres. Donc, j'aime à présenter la corrosion du béton armé sous cette forme, c'est-à-dire que j'ai 3 cercles. Le premier, là, c'est le cercle du béton armé. Donc, pour nous, c'est la construction en béton armé. Et les paramètres qui vont influencer ce béton armé donc, sont reportés dans les bulles. Notamment, là, la formulation du béton, la nature des armatures, l'état du béton, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est carbonaté, est-ce qu'il est chloruré, etc. Ensuite, il faut lui associer un deuxième cercle qui est l'environnement. La construction en béton armé, elle est dans un environnement. Alors, contrôlé ou non, ça c'est plutôt à l'échelle du laboratoire. Dans la vraie vie, c'est plutôt en fonction des classes d'exposition, par exemple XC pour tout ce qui est carbo ou XS pour tout ce qui est milieu chloruré. Et il faut bien tenir compte également de tout ce qui est climat. Comme je le disais précédemment, le climat en Île-de-France ou en Guyane n'est pas du tout le même. Et enfin, le troisième cercle, c'est pour mesurer, qualifier, quantifier l'état de dégradation. Donc pour moi, là, l'état de dégradation, c'est vis-à-vis de la corrosion, avec des outils de contrôle qui peuvent être non destructifs ou destructifs, et bien évidemment des analyses en laboratoire. Et ces 3 cercles, j'en rajoute un quatrième pour entourer tout ça, où finalement, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le phénomène évolutif de la corrosion. Et ce phénomène, donc, il faut qu'il soit observé en fonction du temps. Et je ne vous cache pas que pour tout ce qui est opérationnel, c'est un peu le maillon manquant à ce jour. Alors, j'en reviens au guide, l'historique du guide. Alors, les prémices du guide, c'était les années de 2011 jusqu'en 2016, où la commission du CEFRACOR, la commission précédente, qui s'appelait Construction Bâtiment et qui était animée par Guy Taché, avait mis donc dans sa feuille de route la rédaction d'un guide, CEFRACOR Œil Vif et LCPC. Et puis, en 2019, nous, dans le cadre de la commission CABS, on a voulu réactualiser, reprendre la rédaction de ce guide. Donc, avec un regard que je dirais différent, aussi bien dans le fond que dans la forme par rapport à la version de 2016, sachant que entre guillemets, le recouvrement se fait, hein, puisque les anciens rédacteurs, dont un certain nombre d'entre nous faisaient partie, se retrouvent dans le nouveau groupe, et que Guy Taché continue à venir à la commission CABS. Donc notre regard, il s'est voulu vers une méthodologie plus pratique versus scientifique. Et c'est pour ça que je vous ai quand même mis un petit slide au départ de la science et des paramètres. Ensuite, on a œuvré vers une gestion des ouvrages existants plutôt que de la construction neuve. On a voulu, forcément par rapport au titre du guide, une approche qui axe plus sur les phénomènes de corrosion en complément des phénomènes de durabilité du béton d'enrobage et des mécanismes de transfert tels qu'on peut les connaître dans une approche performantielle.
Et puis on voulait un guide qui soit pédagogique, donc on a fait des retours d'expérience avec des fiches de cas d'études. Et bien évidemment, donc pendant nos réunions, il y a de fortes discussions. Parfois, c'est consensuel, parfois, ça l'est pas. Donc parfois, on arrive à recommander des choses et j'espère que vous retrouverez tous ces éléments dans le guide et que cela pourra être utile. Alors, ce qui nous sera également utile, c'est que autour de cette commission CAPS, donc on a fait certains choix. Bon, il ne s'agit pas de tous les remettre en question aujourd'hui. Par contre, si vous avez des conseils, des commentaires et des remarques, je compte sur vous pour vous exprimer pendant le temps imparti au débat dans cette soirée. Alors, le sommaire du guide sur ce transparent, donc tel qu'il est en septembre 2020, il comporte 8 chapitres principaux et puis en complément des fiches de cas d'études, la bibliographie et les annexes. Le premier chapitre, vous vous en doutez, c'est l'introduction sur pourquoi ce guide, à qui il s'adresse, etc. Le chapitre 2, c'est le rappel de la corrosion des structures en béton armé, que ce soit en milieu carbonaté ou en milieu chloruré. Le chapitre 3 vise tout ce qui est le déroulement d'un diagnostic de corrosion. Les chapitres 4 et 5, eux, sont respectivement dédiés d'une part aux méthodes de terrain et d'autre part aux analyses de laboratoire pour le diagnostic de corrosion. Et puis le chapitre 6, donc ça, c'était une discussion qu'on avait eue au sein de la commission CAPS, c'était est-ce qu'on met un chapitre dédié à l'instrumentation pour le suivi de la corrosion? Et on a décidé d'en parler. On avait une autre discussion aussi qui était la suivante, faut-il un chapitre dédié à la modélisation de la corrosion dans ce guide? Et on a décidé de ne pas en mettre parce qu'on s'est on a trouvé qu'on n'était pas assez mature sur le sujet et encore moins quand on passe à la version opérationnelle. Donc le 7e chapitre, une fois qu'on a toutes ces données du diagnostic de corrosion, elles peuvent servir à réévaluer la capacité portante d'un ouvrage, mais là je vais laisser Emmanuel Ferrier faire sa présentation, sachant qu'Emmanuel va à la fois vous présenter ce qu'il y aura dans le guide et ce qu'il y a scientifiquement, donc ce qui est également très important. Donc vous avez une double présentation en une. Et puis on termine avec des conclusions et des perspectives. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est des éléments saillants un peu de chaque chapitre. J'en ai choisi un par chapitre. Et là, c'est finalement, on s'est mis d'accord autour de la table sur un schéma conceptuel de la corrosion, qui n'est plus donc celui de Touty de 1982, mais qui est un schéma conceptuel en 4 phases et plus en 2 phases. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez en abscisse le temps, en ordonnée ce qu'on a appelé une échelle entre guillemets de corrosion. Pour l'exemple d'aujourd'hui, moi l'échelle ce sera un courant de corrosion. Et on a donc 4 phases que je vais vous décrire. Donc dans la première, c'est la phase de pénétration des agents agressifs, que ce soit de la carbonatation ou des ions chlorure. Donc le petit schéma ici, c'est un béton armé, donc le béton, puis les 3 aciers d'armature ici. Et le fond bleu, il est là pour désigner la contamination. Donc le trait noir, le courant ici, il est nul puisque pour l'instant, le front de contamination n'a pas atteint d'armature. Dans la deuxième phase, on va parler d'initiation de la corrosion, puisque vous voyez sur le petit dessin qu'il y a au moins une armature qui est dans un milieu contaminé et on arrive à mesurer un courant plutôt petit. Une fois qu'il y a initiation de la corrosion, le phénomène de la corrosion étant évolutif, ça va s'accélérer. Donc c'est ce qu'on appelle la propagation de la corrosion. Vous voyez sur le petit schéma que plusieurs armatures sont maintenant dans un béton contaminé. Et vous voyez sous le dessin une courbe noire ici et une courbe grise. Donc la courbe noire, c'est ce qu'on utilise au jour d'aujourd'hui parce que la grande hypothèse que l'on fait, c'est que le courant de corrosion est linéaire dans le temps. Mais ça, au final, on ne l'a pas encore démontré. Et c'est pour ça qu'on a représenté aussi une autre courbe grise qui sont des courbes conceptuelles, qui ne sont pas des courbes de maths, puisqu'on n'a pas encore les relations mathématiques sur ces courbes. Et puis la quatrième phase, eh bien, c'est la fissuration avec les états limites. Donc sur ce petit schéma, vous avez de la fissuration qui, lorsque ça va s'exacerber, ça peut conduire à de la délamination, voire, quand l'épaufrure de béton ici est tombée, à la mise à nu d'armature. Alors là, vous avez sur l'ensemble de l'écran donc l'ensemble du schéma conceptuel et je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est que les temps ici, T1, T2, T3, avec les points d'interrogation et puis les courants I1 jusqu'à I3, ne sont pas connus a priori. Autrement dit, tous ces points d'intersection, on ne sait pas
à quel moment ils vont arriver. Alors, en revanche, ce qu'on sait, ce que le retour d'expérience nous permet de dire, c'est que le temps ici T1 est le plus long avec la pénétration des agents agressifs et il sera d'autant plus long que le béton d'enrobage sera performant. Après, une fois que l'initiation se fait, ce temps-là est relativement réduit par rapport au temps de propagation et je rappelle, on a des courbes en vitesse de corrosion qui vont s'accélérer très rapidement et qui vont conduire à des dégradations. Alors, dans le chapitre 3, j'ai voulu extraire en point saillant la démarche de gestion de patrimoine. Alors, ça a fait l'objet de plusieurs discussions, de plusieurs réunions, ce logigramme. Il y en aura d'autres évidemment dans le chapitre 3. Parce que la grosse problématique, c'est de se positionner. Le maître d'ouvrage, avec son ouvrage, il faut qu'il sache, avec ses coacteurs, est-ce qu'il s'agit d'une inspection visuelle périodique ou de routine? Est-ce que la corrosion est la cause probable des dégradations? Qu'est-ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il souhaite réaliser un diagnostic de corrosion approprié, évidemment approprié, ou bien est-ce qu'il souhaite aller plus loin? Est-ce qu'il lui faut un diagnostic de corrosion avec des visées de réparation, voire de travaux de démolition? Et tout ça, ça s'intègre dans quels sont les signes d'altération, le besoin d'un pré-diagnostic, le besoin d'un diagnostic et le besoin vraisemblablement, quand il s'agit d'un ouvrage conséquent, avant de faire des travaux de réparation, faire un chantier de pilote pour la réparation. Alors évidemment, on a tendance à penser que ce logigramme, il faut le regarder seul. Moi et les membres CAPS, on a tendance à penser qu'il faut le regarder à plusieurs, en fonction des acteurs qui vont être mis dans la boucle. Et il faut également essayer d'y penser en amont le plus tôt possible pour que l'appel d'offres et le cahier des charges collent effectivement aux besoins. Alors, dans le 4e chapitre, on parle des méthodes de terrain pour donc diagnostiquer la corrosion sur ouvrage. Et on a choisi de représenter ça sous forme d'un tableau avec donc une première colonne qui est finalement un travail à réaliser au bureau, donc la consultation des archives, les dossiers d'archives quand ils existent, et notamment pour retrouver tout ce qui est plan de ferraillage, enrobage, etc. Et puis ensuite sur le terrain, donc là on a représenté le cas d'un ouvrage maritime avec une première étape de nettoyage de parement, une deuxième étape donc d'inspection visuelle avec la cartographie des désordres en tant que résultat. Étant donné qu'on veut regarder la corrosion des armatures, il faut déjà savoir où elles sont, donc détecter les armatures, refaire une cartographie et puis connaître les enrobages, les comparer à ce qui était issu aussi du dossier d'ouvrage. Il faut se connecter à l'armature de manière à pouvoir réaliser les mesures de diagnostic de corrosion. Les résistivités de béton de surface sont mesurées puisque ça va engendrer aussi des interprétations différentes sur la corrosion. Et puis finalement, les deux mesures directement liées aux armatures, ça va être les potentiels, et vous avez ici une carte de potentiel, et puis les vitesses, donc vous avez ici une autre carte de potentiel. Et on a souhaité ajouter au sein de la commission une 8e colonne qu'on a appelée autopsie, où finalement il faut aussi valider les interprétations de toutes ces techniques qui sont complémentaires. Il faut aller faire quelques autopsies et valider nos interprétations. Alors, bien évidemment, tout ce qui est échantillonnage, les matériels utilisés et les interprétations des résultats sont primordiaux. Et il faut également que la qualification et la certification des personnels aillent de manière croissante. Nous ne sommes pas si nombreux que ça, en fait, à faire du diagnostic de corrosion au niveau national. Et il faut œuvrer aussi pour former d'autres personnes et qu'elles soient qualifiées et certifiées. Alors le chapitre 5, lui, va s'intéresser à tout ce qui est analyse de laboratoire, hein, pour donc en complément des investigations sur site, pour mieux connaître les contours de ce diagnostic de corrosion. Et j'ai choisi, je dirais, le plus épineux sur ce transparent, c'est la présence des ions chlorure. Alors ici, vous avez la photo donc d'un prélèvement de carottes sur l'ouvrage. Et puis ensuite, la carotte, elle est ramenée au laboratoire. On va la scier en différentes tranches. Donc, c'est ça qui va donner le profil ici en profondeur. Et on va faire des analyses pour doser des ions chlorure. Alors, j'en profite pour dire que ce sont bien des ions chlorure, ce sont des ions Cl-. Il faut les appeler comme ça. Le chlore, c'est un gaz
et les ions chlore, ça n'existe pas. Donc, si on pouvait faire attention à appeler un chat, ce serait sympa. Ça fait aussi partie des discussions qu'on a tous ensemble, hein. Donc, ce qu'on représente finalement, ce qu'on a choisi, et c'est ce qui sera dans le guide, c'est représenter une teneur en ion chlorure en pourcentage massique par rapport au ciment. Donc, il s'agit de grammes de Cl- par rapport à 100 grammes de ciment, en fonction d'une profondeur. On a également choisi de représenter les chlorures totaux, donc la courbe bleue, et les chlorures solubles dans l'eau, qu'on appelle aussi chlorure libre. Cela parce qu'en fonction des ciments, on peut avoir des différences assez importantes. Et puis bien évidemment, pour que ce soit parlant, ce profil, il faut qu'il soit mis en vis-à-vis de la profondeur des armatures. Et sur cet ouvrage-là, il y avait 2 lits d'armature que l'on peut voir ici, autour de 40 mm et 110 mm. Alors là encore, j'insiste, mais l'échantillonnage et la statistique est un phénomène très important, notamment au milieu maritime avec les différentes altitudes. Et puis j'ai gardé pour la fin le meilleur, c'est-à-dire que quid de cette fameuse discussion sur le seuil en chlorure critique? Eh bien, je vous avoue que ce débat reste ouvert. Alors sur le chapitre 6, j'ai juste représenté quelques capteurs, soit noyés, soit réservés, qui peuvent être utilisés dans l'instrumentation de la corrosion. C'est ce que j'appelle moi le corrosion health monitoring par rapport ou en analogie au structural health monitoring. Et vous avez donc différents capteurs qui peuvent vous apporter des éléments de température et d'humidité relative ici. Là aussi, 4 capteurs noyés à 4 profondeurs différentes. Ici, 4 capteurs qui sont en réservation. Vous avez des capteurs qui peuvent vous donner des idées de résistance ou de résistivité à différentes profondeurs, là encore. Donc ici, pour la multi-ring électrode. Vous avez donc les ERE20 qui sont ici. Donc ça, c'est un capteur pour la mesure du potentiel libre qui est utilisé depuis très longtemps en protection cathodique. Et puis, pour l'instant, sur ce transparent, j'ai choisi l'exemple de l'anode ladder, mais il y a d'autres capteurs qui permettent donc en multiprofondeur des mesures de potentiel, de résistance et de courant. Alors, le chapitre 7, donc, je vous renvoie à la présentation des manuels, qui fera donc de la science plus ce qu'on garde dans le guide. Et puis avant de conclure, quelques conseils pour réaliser un diagnostic de corrosion pertinent. Alors, tout d'abord, consulter le dossier d'ouvrage et les diagnostics précédents. Ça a l'air de panacée, mais parfois on voit que cette étape, elle n'est pas vraiment réalisée. Ensuite, c'est se positionner. Donc ça, c'est un peu le retour au chapitre 3. C'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce un pré-diagnostic? Est-ce que c'est un diagnostic? Est-ce que c'est un pilote pour une réparation? Qu'est-ce que l'on souhaite? Et en fonction de ce qu'on souhaite, de qui est-ce qu'on va s'entourer? Ensuite, quand on est sur l'ouvrage, c'est analyser physiquement l'ouvrage, physiquement et visuellement, j'aurais tendance à dire, de manière un peu macro, avec ces 3 états de corrosion, donc l'initiation, la propagation et les états limites. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ouvrage, vous avez forcément des zones où le parement est sain, d'autres où vous voyez des débuts d'initiation de corrosion avec des coulures de rouille, des choses comme ça, puis d'autres où la fissure devient importante. Et il faut bien, étant donné que le phénomène de corrosion est évolutif dans le temps, il faut quand même qu'on ait une idée de la durabilité de l'ouvrage. Et donc pour ça, il faut un peu connaître le moins dégradé jusqu'au plus dégradé. Il faut également différencier les ouvrages. Un ouvrage en milieu atmosphérique, il ne va pas se corroder de la même manière qu'un ouvrage en milieu maritime. Alors j'insiste encore, hein, c'est vraiment avec insistance, mais il y a trop d'appels d'offres qui se ressemblent avec des copier-coller qui ne sont pas dédiés à l'ouvrage en question. Donc on n'est pas là pour répondre à toutes les questions, on est là pour répondre à des questions ciblées en fonction d'attentes de réponses ciblées. Alors ensuite, c'est demander des mesures réalistes et pertinentes en fonction de l'ouvrage, des accès, ça c'est quelque chose de très important et qui coûte très cher, et du temps nécessaire à conduire un diagnostic utile. Alors pour ma part, je vois de temps en temps passer des appels d'offres où on veut des coûts à la journée. Enfin, des coûts à la journée, si on n'a pas dit vraiment combien il y a de piles, combien on veut en voir, à quelle hauteur il faut aller les voir, etc. Est-ce que c'est une exposition au nord, une exposition autre chose? C'est quand même assez difficile de répondre. Et puis finalement, je dirais que c'est surtout ça le paradigme, c'est rechercher l'adéquation du diagnostic par rapport aux attentes versus le budget. Alors pour la suite, à venir, donc poursuite de la rédaction et actualisation des photos, on va mettre en place un circuit de relecture et puis on espère une édition, publication et une présentation du guide dans les années 2021-2022.
Alors, j'encourage tous ceux qui ont quelque chose à apporter, quelque chose un peu volontariste, de nous envoyer des mails de questions, réponses, photos, etc. Et pour cela, je vous remercie de votre attention et vous avez nos mails sur cette dernière slide. Merci beaucoup à tous. Et j'arrête la présentation. Je départage l'écran, Emmanuel. Merci, Véronique. Alors, certains ont soulevé des problèmes de son. De mon côté, j'avais pas de coupure et le son était fluide. Alors voilà, j'en suis désolé. Je ne sais pas pourquoi, il y a ces problèmes de son pour certains. Alors c'est Bruno Godard qui soulève, je ne sais pas si, tu peux avoir un point de vue sur le sujet, qu'il y a 2 états à considérer, initiation puis propagation de la corrosion. Alors pour moi, j'insiste, il y a 3 états d'un point de vue visuel. Il y a là où on voit rien, là où on commence à voir des choses et là où ça se propage, sans parler des peauffrures ou armatures à nu. Parce que là où on voit rien, il y a aussi des choses que l'on peut mesurer et démontrer qu'il ne se passe rien. Et je pense que quand on est sur ouvrage, on a aussi besoin de connaître un peu la statistique de ces 3 états pour se rendre Mmh. compte du système qui évolutif. Si on regarde jamais le béton sain, finalement, on ne sait pas sa proportion. Donc, les 2 phases telles que Touti nous a présentées avec initiation, propagation, je pense qu'il faut maintenant, avec le retour d'expérience sur plus de 20 ans, aller au-delà de ça. Et je et les membres de la commission CABS, hein, là, je suis représentante avec ma casquette CEFRACOR, c'est bien un ensemble d'états de dégradation qu'il faut aller voir et pas juste parler d'initiation et de propagation, parce que d'autant plus que sur ouvrage, on ne sait pas à partir de quand on passe de cet état d'initiation à l'état de propagation. Donc, il faut être un peu vigilant. Alors Bruno, si tu veux apporter un commentaire, je t'ai autorisé donc à parler. Normalement, tu peux couper ton micro si tu as un micro, si tu souhaites intervenir. C'est porter un... Oui, si vous m'entendez. Très bien. Oui, je dirais que pour moi, il y a deux grandes phases, mais on peut en discuter. Il y a initiation et propagation, mais l'état limite. Les états limites, c'est pas une troisième phase. C'est-à-dire que l'état limite, pour moi, il fait partie de la propagation. C'est-à-dire qu'il y a propagation de la corrosion, puis au sein de la propagation de la corrosion, atteinte d'un état limite de service, puis atteinte d'un état limite ultime. Mais tout ça, ces états limites sont intégrés pour moi dans la propagation de la corrosion. Alors ça, c'est juste une définition de frontière. Pour nous, c'est une dégradation qui s'accentue. Et on l'a mis en 4e phase parce que c'est aussi sur les bétons qui sont très dégradés, on n'est plus en mesure de faire du diagnostic de corrosion qualitatif. Puisque Enfin, sur des armatures à nu, on ne va pas mesurer la même chose que sur un béton qui a encore son enrobage. Et puis, on ne va pas non plus enregistrer les mêmes choses quand c'est délaminé et que si on n'a pas fait de marteau avant, il y a une phase d'air entre l'armature qu'on souhaite enregistrer et le parement béton sur lequel on fait du CND. Donc, cette 4e phase, c'est pas juste du conceptuel, c'est aussi que du point de vue de la mesure, on ne le fera pas de la même manière. C'est le Alors complément que je voulais apporter. il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées également. Donc c'est ton point de vue sur développement de la corrosion en lien avec la vitesse de pénétration de la carbonatation. Alors, la corrosion dépend aussi de la vitesse de pénétration de la carbonatation? Non. Alors, là, c'est une double question en fait, j'ai l'impression, hein. Ou c'est une affirmation? Je sais pas. Il y a un point d'interrogation à la fin de la question. Alors, la vitesse de pénétration de la carbonatation. Alors, le front de carbonatation, sa vitesse, ça, c'est une approche de transfert sur le béton d'enrobage, hein, puisque l'approche durabiliste ne regarde pas l'armature, je tiens à le souligner. Donc, ça va dépendre uniquement du béton, de l'environnement dans lequel il est. Et une fois que l'ensemble du béton d'enrobage aura été carbonaté et donc que les armatures vont se retrouver dans un béton qu'on appelle contaminé, il y a forte probabilité que les armatures se corrodent.
Je dis forte probabilité parce que, encore une fois, c'est pas parce que, le béton est contaminé que la corrosion des armatures va forcément advenir. Si on est dans un environnement très sec, à une humidité relative de 60, même si votre béton d'enrobage est complètement carbonaté au-delà des armatures, les armatures elles vont pas corroder. Ça, c'est quelque chose qu'on a discuté au sein de la CABS, hein. C'est quelque chose que les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études et autres partenaires, nous voyons. Et c'est là aussi où il faut essayer de travailler conjointement entre approche performantielle et approche vis-à-vis de la corrosion. Parce que dans certains cas, certes un peu extrêmes, on n'a pas forcément la même conclusion. Là, faut faire attention. Donc ensuite, il y a deux autres questions. Patrick qui posait la question de savoir comment tenir compte des effets concomitants justement de la présence d'ion chlorure et puis de carbonatation, peut-être en site industriel ou autre. Alors, oui, donc là pour répondre, alors en milieu maritime, on a clairement le plus souvent que des ions chlorure puisque c'est tellement humide qu'il n'y a pas beaucoup de carbo. Là où on peut avoir, de la concomitance entre ions chlorure et carbo, c'est souvent des sites industriels, heu, avec, des selles de déverglaçage aussi sur certains ponts. Ça se voit parce que quand on va analyser le béton, évidemment, on va avoir une diminution du pH et on va pouvoir, analyser la teneur en ions chlorure. Ça se voit également quand on fait des études, alors là, qui sortent du diagnostic de corrosion, mais qui vont dans le domaine, de la réparation. Quand on fait du traitement électrochimique, il faut en tenir compte, aussi bien en réalcalinisation qu'en déchloruration, ou qu'en protection cathodique d'ailleurs. Donc on peut avoir un double effet, oui, et à ce moment-là, c'est exacerber le caractère de la corrosion et de sa dégradation. Ok. Donc, deux autres questions. Alors c'est peut-être plus une remarque ou un commentaire qui pourra appeler à peut-être un point de vue de ta part. C'est lorsqu'on a affaire par rapport à ton échelle de temps, à un problème de carbonatation ou de présence d'ion chlorure, c'est que dans le cas de la carbonatation, on a un peu plus de temps pour se poser et puis faire le diagnostic. Visiblement, les échelles de temps, les cinématiques sont pas les mêmes et donc on peut aborder le problème un peu plus sereinement ou différemment. Est-ce que tu partages ce point de vue ou les cinématiques sont quasiment identiques? Là encore, c'est une question difficile. Je dirais que ceux qui font de la durabilité, sont plus à même de répondre que moi, puisque là, il s'agit de transfert dans le béton. Heu, de ce qu'on a ouais, c'est difficile comme question ça. Dans les 2 cas, c'est vraiment la phase 1 qui aura le temps le plus long, puisque le béton joue son rôle de barrière. Heu, est-ce qu'on a plus de temps pour intervenir quand c'est de la carbonatation? C'est difficile d'y répondre. Ce qu'on sait, c'est que par contre, les produits de corrosion, on ne va pas les voir, diffuser au travers du parement comme on les voit en ouvrage maritime. On voit souvent, quand il y a un phénomène de carbonatation, des produits de corrosion croître, sous le béton, pas forcément le fissurer, pas forcément diffuser. Donc on se retrouve plutôt avec des délaminations. Sur le pont de Châtellerault, c'est ce qu'on avait vu, hein, une délamination genre, 2 mètres de large sur, 50 centimètres de haut. Ça avait même fait vibrer le pont quand c'était tombé. Alors qu'en milieu chloruré, on ne verrait pas des choses comme ça. On verrait, des oxydes, et des hydroxydes, diffusés le long du béton d'enrobage. On aurait des signes avant-coureurs, d'un point de vue visuel, avant, ce qu'on pourrait observer en carbonatation. J'espère que D'accord. j'ai un peu répondu à la question, mais de là à dire qu'on a plus de temps ou moins de temps, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse pour avoir des avis aussi tranchés que ça. Ok, donc après, hein, du même principe, si vous souhaitez intervenir, c'est ce que j'ai mentionné, hein, vous levez la main, je vous donne la parole et puis vous pouvez apporter un commentaire ou discuter, parce que sinon, ça reste d'être... donc Lionel, effectivement, souhaitait intervenir. Donc si vous enlevez votre... voilà, si vous Ouais, pouvez... vous m'entendez?
Très bien, oui. Si vous pouvez clarifier votre question ou poser ou répondre ou compléter. Bonjour, bonjour Véronique, Lionel Nage à l'appareil. Donc merci Bonjour Lionel. pour ta présentation très claire. Ouais, c'est moi qui ai mis la question par rapport au temps, au cinétique carbochlorure, en signalant qu'effectivement au niveau des révisions des normes européennes, François tout le monde pourra abonder dans ce sens-là, effectivement quand on est en carbonatation, suivant le teneur en humidité, les durées de propagation sont beaucoup plus lentes qu'en chlorure, et donc je pense que le diagnostic de risque de corrosion est très sensible quand on est en chlorure, parce qu'effectivement, quand on commence à avoir la phase de propagation, ça va très très vite, et on peut atteindre les états limites de durabilité de l'ouvrage beaucoup plus rapidement, selon moi, qu'en carbonatation. Alors, je ne veux pas dire qu'en carbonatation, c'est pas critique, mais voilà, c'était dans cet esprit-là que je voulais abonder sur le fait que quand on est en chlorure, quand ça commence à corroder, ça va aller très très vite, surtout par piqûre. Alors qu'en carbo, et je pense que on a un peu plus de temps pour le diagnostic. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire sérieusement, proprement. Mais aussi, je sais pas, je suppose que dans le guide, le diagnostic, quand on est en ouvrage, c'est ce que tu disais dans ta slide, atmosphérique, maritime, il est totalement différent. Les méthodologies sont totalement différentes parce qu'on n'est pas en train de rechercher les mêmes phénomènes. C'est bien ce que tu voulais dire par le fait de ne se lance pas dans un diagnostic sans avoir une idée de ce qu'on recherche. C'est bien ça? Alors, pour reprendre ta première question, donc là où tu dis qu'en milieu chloruré, on va avoir des dégradations beaucoup plus rapides, là, on est tout à fait d'accord. Là où tu dis qu'avec la carbo, on aura plus de temps, oui, mais encore une fois, attention, parce que les produits de corrosion, ils sont là même si on ne les voit pas. Or, le maître d'ouvrage, il va demander une inspection de son ouvrage quand il va commencer à avoir des fissures. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Ensuite, la reprise du milieu chloruré avec les piqûres. Les piqûres, on n'est pas tous d'accord au sein de la commission CABS, et puis tu le sais aussi également, c'est que finalement, sur ouvrage, on observe assez souvent plutôt de la corrosion généralisée, comme si les piqûres ou la corrosion elle-même s'était développée le long des armatures, et pas comme en termes de piqûre pour un corrosionniste. Une piqûre, c'est sur un acier inoxydable avec une perte de... Enfin, en méca, on dirait un effet tranchant sur la section. Ce n'est pas vraiment ce qu'on observe sur nos ouvrages en milieu maritime, par exemple. Alors, ensuite, le diagnostic en milieu carbonaté est plus difficile qu'en milieu chloruré, puisque la carbonatation ferme la porosité du béton, qu'on se retrouve avec des résistances qui sont beaucoup plus grandes que celles des résistances en milieu ionique avec les ions chlorure. Donc, ça complique le diagnostic. Et c'est en cela que je te rejoins quand on est sur un ouvrage en atmosphérique ou un ouvrage en maritime, ou plutôt, j'aurais tendance à dire, un ouvrage qui souffre de corrosion suite à une carbo ou suite à des ions chlorure. Il faudrait que le marché soit significativement différent parce qu'on n'ira pas voir les mêmes choses aux mêmes endroits et avec des degrés d'interprétation qui seront également différents. Et pour l'instant, à ce jour, je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinguo et qu'il va falloir le faire, oui. Ok, donc on va peut-être... alors il y a une remarque de François Tout le monde qui précise que dans les futurs Eurocodes, ces aspects sont abordés en fonction des classes d'environnement également pour définir des types de corrosion et puis des vitesses de corrosion en fonction de classes d'environnement au sens des Eurocodes. Voilà, donc c'est des réflexions qui se font aussi au niveau réglementaire européen. Donc une dernière petite question et puis on va poursuivre, quitte à ce qu'on prenne le temps de la discussion à la fin des présentations. C'est Bruno Huet qui pose la question si on a une espèce on pourrait faire une intégrale de la courbe, la vitesse de corrosion cumulée, pour connaître le seuil à partir de laquelle généralement on a une amorce de fissuration dans le béton. Le lien entre la courbe que tu nous as montré en termes de développement de la corrosion et puis à partir de quand on le voit ou on peut s'inquiéter. Oui, excellente question. Alors ça, c'est ce qu'on fait à l'échelle du laboratoire. Déjà dans les projets Applet dans les années 2007, on avait commencé là-dessus, puisque la vitesse de corrosion, c'est une vitesse à un moment donné, à un instant donné. Et l'idée, c'est d'en faire assez souvent pour pouvoir préciser la perte de masse ou la perte de section en fonction du temps, justement cumulé, comme dit Bruno. Et si on fait des programmes expérimentaux assez solides avec pas mal de redondance, parce qu'il y a beaucoup de dispersion en corrosion, on est effectivement capable de relier une vitesse de corrosion cumulée, donc une perte de section cumulée, on va dire plutôt, avec des apparitions de fissures, même avec des ouvertures de fissures qui vont être évolutives,
Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de différents laboratoires, oui. Par contre, sur ouvrage, on n'a pas du tout ce suivi-là. Encore une fois, sur le slide scientifique paramétrique, j'ai bien dit, hein, le maillon faible sur ouvrage, c'est que évolutif dans le temps, on l'a pas vraiment. Ok. Alors, on va peut-être garder des questions pour la fin de la soirée. Enfin, on va pas non plus finir trop tard, mais bon, il y a François Tout-le-Monde qui levait, alors peut-être en quelques mots, est-ce qu'il y a un lien entre vitesse de corrosion et nature du liant en formulation de béton? Ou est-ce que ça joue uniquement sur les problématiques de transfert? Alors, encore une fois, une excellente question. Il est vrai que les études de corrosion, on les a surtout faites sur les Portland, évidemment. On a des datas beaucoup sur les Portland, on a beaucoup moins de data sur les autres ciments, typiquement les laitiers. Donc, il y a eu quelques études maintenant et quelques thèses qui ont été réalisées sur les laitiers. Et parmi les résultats des laitiers, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on enregistrait des vitesses de corrosion très importantes, alors même que le béton était sain, et que ça provenait pas de la corrosion de l'armature, mais plutôt des réactions d'oxydoréduction des sulfures dans ces ciments. C'est finalement pour vous dire qu'avec les nouveaux liants que l'on ne connaît pas d'un point de vue corrosion, on essaie de raisonner par analogie à ce qu'on sait faire avec du Portland et parfois on a des grosses surprises. Donc pour éviter ces surprises, ce qu'on fait depuis déjà quelques années également, c'est qu'on commence à regarder des prismes en béton armé avec différentes formulations de béton. Typiquement, le projet national Perfdub et la NR Modéville ont servi à ça, où on va fabriquer des corps d'épreuves tailor-made et on va les mettre dans des conditions climatiques également contrôlées ou non contrôlées en extérieur et on va suivre leur vitesse de corrosion dans le temps. C'est des études qui durent facilement une dizaine d'années, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas 6 mois de master ou 3 ans de thèse. Et c'est une des problématiques aujourd'hui dans le monde de la recherche de la corrosion, c'est que pour obtenir des résultats réalistes ou proches de ce qui peut se passer dans la réalité, on rencontre des difficultés de durée de contrats de recherche. Ok.